Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire qu'on organise au niveau de CyberWatch pour vous parler de la version 13 de CyberWatch qui est sortie en septembre. Et l'idée notamment, c'est de vous parler de tout ce que l'on appelle la priorisation 3D, un terme que vous verrez de plus en plus sur les prochains mois parce qu'on va beaucoup en parler, notamment sur les salons. Pour les personnes qui nous rejoignent, alors je vois qu'il y a les habitués aussi, et je les remercie pour leur fidélité et leur confiance. Et puis, si jamais vous avez la moindre question en cours de route, pour des personnes qui nous rejoignent pour la première fois, il y a un petit chat dans Livestorm qui est très pratique et dans lequel vous pourrez poser toutes vos questions. On essaiera d'y répondre soit à la fin si jamais j'ai des rates en cours de route, soit en fait pendant le webinaire directement lorsque ça permet de rebondir dessus directement. Donc vraiment, le mot-clé sur tout ça aussi, c'est n'hésitez pas. Posez vos questions dans le chat, on sera ravis d'y répondre. Il faut vraiment que ce soit interactif. L'idée, c'est de pouvoir vraiment avoir un dialogue tous ensemble sur le sujet. Et comme toujours, il y a la super Audrey, que je remercie, qui m'aide à organiser ce webinaire et qui, justement, va aussi m'aider à identifier les questions qui seront présentes dans la salle. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on va parler de priorisation 3D. La priorisation 3D, c'est une priorisation qui utilise 3 types de critères pour mieux prioriser les vulnérabilités. Et on va regarder donc tout ça ensemble en détail. Et c'est un peu une fonctionnalité au cœur de CyberWatch version 13. Donc les personnes qui ont déjà cette version 13 ont peut-être même déjà pu utiliser cette fonctionnalité. Et l'idée, c'est de vous montrer un peu plus comment ça marche, de sorte à ce que dans tous les cas, si vous ne vous en servez pas encore, que vous puissiez vous en servir avant à la fin de l'année. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Maxime Aléhédine et je suis un des cofondateurs de la société CyberWatch. CyberWatch, c'est une société qui fait de la gestion de vulnérabilité. On est éditeur d'un logiciel donc, qui fait du scan, de la priorisation et de la correction de vulnérabilité dans les milieux IT et OT. Et donc, c'est une société qui a été créée en 2015 et qui a été rachetée l'année dernière par Framatome, qui est dans le groupe EDF. Donc, on était déjà une société française à la base, mais maintenant, on est une société encore plus française puisque nous appartenons directement à Framatome qui appartient à EDF et qui appartient à l'État français. On est très content de ça. On est très content de contribuer à notre échelle au développement de la filière française. Et l'idée, c'est aussi de partager avec vous des éléments plus théoriques de temps en temps, comme le webinaire d'aujourd'hui. On va vous parler de nouvelles méthodes de priorisation sur les vulnérabilités. C'est un sujet assez important aujourd'hui sur le marché. Alors pourquoi justement le sujet de la priorisation des vulnérabilités est important? En fait, c'est parce que il y a énormément de vulnérabilités. Si jamais on regarde de plus près, le nombre de vulnérabilités qui sont publiées dans les bases CVE, si jamais il a une telle croissance, en fait, c'est pas le fruit du hasard, c'est que maintenant, c'est plus facile de déclarer des CVE. Il y a des processus un peu plus industrialisés qui permettent de déclarer des nouvelles CVE. Donc, si jamais on abaisse le niveau de difficulté pour publier une CVE, forcément, on peut en recevoir un petit peu plus. Donc, ça, c'est le point 1. Et le point 2, c'est que publier des CVE, maintenant, c'est bien sur un CV. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui disent « Ah ah, je suis étudiant et je vais vouloir un petit peu rendre mon CV plus attractif. » Eh bien, une solution, c'est de rechercher des CVE, de les publier et de les mettre ensuite sur le CV. Ce qui fait aussi que toutes les CVE qui sont publiées ne sont pas forcément très qualitatives. Parce que si jamais l'objectif c'est juste de faire du volume, on perd en qualité naturellement. Donc le nombre de CVE a explosé et toutes ne sont pas forcément très pertinentes. Et pour ça, il y a une image que j'aime bien employer maintenant, c'est que si jamais on prend les logiciels un peu traditionnels de scan de vulnérabilité, malheureusement leurs rapports sont un peu violents. Et il y a un petit mème sur Internet que j'aime bien pour ça. En fait, si on regarde les objets les plus lourds dans l'univers, il y a le Soleil, il y a les étoiles à neutrons, il y a les trous noirs, et malheureusement, encore bien derrière, il y a les rapports de scan de vulnérabilité. Et chez CyberWatch, notre objectif, c'est de lutter contre ce dernier point. Notre objectif, c'est de vous aider à identifier ce qui compte réellement pour vous et de ne pas vous faire des rapports de plusieurs mégas ou de plusieurs gigaoctets, mais plutôt de vous aider à identifier les vulnérabilités qui méritent réellement votre attention.
Pour vous parler justement de la nouvelle méthode qu'on propose pour vous aider à prioriser les vulnérabilités, donc c'est cette méthode qu'on appelle la priorisation 3D, et ben on va l'aborder aussi en 3 points. Le premier point, on va reparler vite fait du CVSS, notamment la version 3.1, sachant que la version 4 va bientôt sortir. On pourra revenir là-dessus dans les questions-réponses si vous le souhaitez. Je vais aussi vous parler du score EPSS, qui est un critère assez important maintenant sur le marché et qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc vraiment, c'est important de bien connaître le score EPSS. Et puis, le dernier point, c'est comment on peut prendre aussi en compte les avis des autorités pour tout cela. Pour la partie CVSS V4, j'y reviendrai à la fin. J'ai une question sur le chat là-dessus, j'y reviendrai à la fin de la présentation. Alors, première méthode, le CVSS complet, le CVSS version 3.1 en l'occurrence, puisque c'est la version en vigueur aujourd'hui, c'est la version qui est la plus utilisée sur le marché aujourd'hui. En fait, le CVSS, c'est le standard historique. C'est vraiment fait pour pouvoir analyser chaque CVE sur chaque actif du système d'information. Et attention, le CVSS, contrairement à ce que parfois on peut penser, ça permet de prendre en compte le contexte métier, justement. Alors, c'est très bien justement parce que le CVSS V4 dont on vient très brièvement de parler, eh ben en fait, il a introduit des termes qu'on peut utiliser dès la version 3.1. En fait, historiquement, nous on parlait de CVSS version 3.1 complet quand on voulait parler du CVSS qui n'était pas juste le score de base fourni par les autorités, mais du score complet qui prend en compte les critères métiers. En fait, le score CVSS, si on regarde vraiment la norme, eh bien, il y a le CVSS de base qui s'appelle CVSS B maintenant sur le marché. Et donc, la version 3.1, elle a 8 paramètres et c'est une note qui est fournie directement par les autorités. C'est-à-dire que quand on va sur le site du NVD pour regarder les informations d'une CV, on a un score de base qui est une note de 1 à 10, enfin de 0 à 10, et plus c'est élevé, plus c'est grave, et c'est le score CVSS de base, donc CVSS-B. Et on peut rajouter aussi des données de threat intelligence. Donc, on peut rajouter des données sur est-ce que c'est des vulnérabilités qui sont vraiment utilisées en ce moment ou pas. Et ça permet de rajouter un critère temporel parce que c'est un critère qui change dans le temps. Et quand on utilise ce critère-là, bien, ça permet de raffiner très légèrement, sincèrement, l'écart est maximum de 10% sur la note. Donc, l'impact est parfois même un peu trop faible, on pourrait se dire. Mais ça mérite d'exister et ça donne le score qu'on appelle CVSS-BT pour dire que c'est la partie score de base plus le score temporel. Et dernier point qui est ultra important, c'est qu'il ne faut pas oublier de renseigner les critères environnementaux. Ça, CyberWatch vous permet déjà de le faire. Ça vous permet en fait de renseigner vos exigences en termes de confidentialité, intégrité et disponibilité, plus de rajouter aussi des paramètres sur est-ce que vos actifs sont isolés ou pas, est-ce qu'il y a du MFA par exemple. Et quand on rajoute ces critères environnementaux, bah vous avez compris la logique. Là, le E de environnemental va aussi apparaître dans le petit acronyme, et donc ça va donner CVSS-BTE. Et donc finalement, dans les prochains mois, si jamais en utilisant CyberWatch, on vous parle de CVSS complet ou de CVSS BTE, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on prend en compte tous les critères, le score de base, les critères temporels d'une vulnérabilité, mais aussi et surtout les critères environnementaux. Et il ne faut vraiment pas oublier de s'en servir. Il faut tellement pas oublier de s'en servir que j'aime bien faire même une slide dédiée. C'est s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser le CVSS de base uniquement. Vous allez avoir des problèmes. Il faut vraiment utiliser le CVSS complet, le CVSS BTE, si jamais vous voulez faire des analyses de vulnérabilité très pertinentes. Au moins ça. Ça, c'est la méthode classique. C'est la méthode la plus reconnue d'utiliser le CVSS, mais utilisez vraiment le CVSS complet ou CVSS BTE dans vos analyses de risque dans ce cas. Si jamais je vous donne un cas très concret d'une analyse réalisée avec CyberWatch, justement, si on prend la vulnérabilité CVE 2020 15254, donc elle a un score de base qui vaut 9.8. Et en fait, si jamais on se dit que on va prendre en compte la partie exploitation, donc le CVSS BT, eh bien, en fait, on tombe à une vulnérabilité qui passe à un score de 9.6. Pourquoi on passe de 9.8 à 9.6? C'est parce que c'est en fait une vulnérabilité qui n'a pas forcément un exploit très, très puissant sur le marché. Mais si jamais on va encore un peu plus loin et qu'on dit que la machine qui est impactée par cette vulnérabilité nécessite un accès physique pour pouvoir être attaquée, bah forcément, ça augmente la difficulté d'attaque, donc ça réduit le risque, et ça réduit le risque de manière assez forte. C'est-à-dire que quand on prend le CVSS BTE, on passe à 4.9 sur la vulnérabilité pour l'actif qui est totalement isolé. Et ça CyberWatch vous permet déjà
de faire ça. Historiquement, on le fait même depuis plusieurs années. Tout ça. Et donc, la même vulnérabilité, on passe de 9.8 sur 10 à 9.6 ou à 4.9 sur deux actifs différents. Donc, déjà, mon premier message, c'est le CVSS BTE, ça peut être pratique, ça peut vraiment bien fonctionner. Le problème, c'est que si on prend le score de base d'une vulnérabilité, quand même, en fait, le score de base donne quand même une influence forte, même derrière au CVSS BTE, eh bien, en fait, ça ne suit pas une loi normale. Alors que dans un monde parfait, normalement, on devrait à peu près avoir quelque chose qui suit une loi normale si on se disait, bah, le score CVSS a un impact fort au niveau des vulnérabilités. Parce que si jamais on n'a pas une distribution correcte des vulnérabilités, eh bien, ça veut dire qu'on ne va pas avoir une appréhension du risque qui sera correcte. Et typiquement, en fait, la moyenne des scores CVSS publiés en 2022 par les autorités, c'était de 7,18 sur 10. Donc, ça fait qu'en moyenne, les vulnérabilités sont toutes ou presque de niveau high dans la classification CVSS. Et pire encore, si jamais on prend le score en fait, si on prend la médiane des CVSS publiés en 2022, eh bien, c'est 7,5 sur 10. C'est-à-dire qu'il y a 50% des vulnérabilités publiées en 2022 qui étaient en dessous de 7,5 sur 10 et il y a 50% qui étaient au-dessus des 7,5 sur 10. Donc, forcément, on se dit que là, il y a un problème. Et en fait, si on rajoute à ça le fait que pour calculer le CVSS BTE, il faut quand même un petit peu de temps, c'est-à-dire qu'il faut au moins définir quelles sont ces exigences, et c'est pas facile de se dire je connais les exigences de tout mon système d'information, et ben ça fait qu'en pratique, le CVSS BTE en plus est peut-être pas assez utilisé, même trop peu utilisé, on peut être assez franc, c'est quelque chose qu'on aimerait voir plus utilisé sur le marché. Et la conséquence de tout ça, en fait, c'est que à chaque lendemain de Patch Tuesday, bah, si on utilise des solutions traditionnelles ou si jamais on configure pas assez bien les critères environnementaux du CVSS, eh bien, on se retrouve avec du rouge partout dans les rapports et c'est pas très pertinent dans ce cas-là. L'objectif, c'est pas d'avoir du rouge, c'est de se dire, j'ai plusieurs nuances de rouge. J'ai du rouge foncé par-ci, j'ai du rouge clair par-là. Et donc, la méthode 2, dont on parlait historiquement, qui a vraiment pris de plus en plus d'ampleur, c'est d'utiliser les données du score EPSS. Le score EPSS, pour résumer, c'est à partir des connaissances des vulnérabilités passées, eh bien, je vais pouvoir prédire l'exploitation des vulnérabilités présentes et futures. C'est un score qui a été créé par le même organisme que l'organisme qui est derrière le CVSS, qui s'appelle le FIRST. Vous pouvez aller voir sur leur site internet. Et en fait, EPSS, ça veut dire Exploit Prediction Scoring System. Ça sert à mesurer, à prédire, en fait, qu'une vulnérabilité sera utilisée avec succès, sera exploitée réellement dans les 30 prochains jours. Alors, ça ne veut pas dire que la machine qui est totalement isolée chez vous, si elle a vulnérabilité, sous 30 jours, elle va se faire attaquer. C'est plutôt si jamais quelqu'un a un accès à la machine, et ben en fait, est-ce qu'il y a un effort très faible pour l'attaquer et est-ce que sincèrement, c'est des vulnérabilités qui méritent réellement votre attention? Donc, c'est un nouveau critère qui donne une valeur entre 0 et 1 et qui en fait doit être utilisé comme un pourcentage. L'idée, c'est que le PSS, c'est un système, on peut dire, de machine learning. En fait, c'est un modèle mathématique qui a été établi à partir de toutes les vulnérabilités passées, à partir des bases de vulnérabilité qui étaient réellement exploitées, et puis avec une liste de paramètres. Alors, ces paramètres, il y en a 1164. Je ne vais pas les passer en ce moment, ça, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais c'est des éléments comme, par exemple, est-ce que c'est une CVE qui affecte des technologies Microsoft? Est-ce que c'est une CVE qui est présente dans Metasploit? Est-ce que le vecteur d'accès de la vulnérabilité est du point de vue réseau? Est-ce qu'il y a beaucoup de liens qui sont dans les références du NVD? Et du coup, en fait, tout ça, ben, on se doute bien quand je parle des variables, qu'en fait, c'est des paramètres qui changent aussi dans le temps. Et ce que ça veut dire, c'est que le PSS, en fait, il évolue dans le temps. Et d'ailleurs, bah, c'est ce que vient de dire Florian Vinager, donc le super directeur technique de CyberWatch dans le chat, c'est effectivement le score EPSS évolue dans le temps. Et donc, quand on dit que c'est dans les 30 prochains jours que ça donne une probabilité d'attaque, bah, c'est un score qui est recalculé régulièrement, notamment à partir des informations qui changent les 1164 variables en question. Donc, je vous ai mis un petit extrait. Vous pouvez télécharger le set de données sur le site de l'EPSS et vous verrez qu'en fait, si jamais vous le téléchargez régulièrement, eh bien, ça change. Et l'EPSS, eh bien, contrairement au CVSS, c'est un score qui est extrêmement discriminant. C'est-à-dire que si on regarde, il y a à peu près 95% des CVE
qui ont un EPSS inférieur à 0,2, c'est-à-dire un EPSS inférieur à 20%, avec une médiane à 0,143% et une moyenne à 3,59%. Donc, quand on fait un petit graphique tout de suite, comme ça, eh bien, ça permet de se dire qu'en fait, quand une vulnérabilité a un EPSS qui déjà dépasse les 20%, eh ben, c'est impactant. Ça veut dire que c'est une vulnérabilité qui, a priori, mérite votre attention. Du coup, l'EPSS, c'est génial de base pour faire une approche très simpliste de se dire, je vais raffiner les données des CVE, c'est-à-dire que si jamais on trace la répartition des vulnérabilités, avec là, en fait, sur l'axe horizontal, donc les abscisses, on a le score CVSS et sur l'axe des ordonnées, donc l'axe vertical, on a le score EPSS, eh bien, on peut se dire, je vais définir deux seuils. Un seuil sur un score CVSS qui, dès qu'il sera dépassé, va commencer à m'intéresser, puis un autre seuil qui va définir à partir de quelle valeur EPSS les vulnérabilités vont m'intéresser. Et dans ce cas-là, ça veut dire que la partie en haut à droite de ce graphe, eh bien, ça va devenir les CVE prioritaires pour moi parce qu'elles vont à la fois dépasser le seuil défini pour le CVSS et le seuil défini pour l'EPSS. Et ça, CyberWatch vous permettait déjà de faire tout ça de base via en fait ce qu'on appelle les criticités. C'est dans notre logiciel un élément qui vous permet de définir des paramètres. Et là, on va aller un petit peu plus loin ensemble aujourd'hui pour vous montrer dans une démonstration après comment on peut utiliser ça, mais avec d'autres choses, puisque je vous ai bien dit, il y a 3 paramètres qu'on utilise, et donc là, il en manque. Il y a le CVSS, il y a le PSS, mais il y a aussi un autre paramètre que je vous montrerai tout à l'heure. Mais en tout cas, une approche déjà plus évoluée que le CVSS tout seul, c'est de se dire, j'utilise à la fois un seuil CVSS et un seuil EPSS, et je prends ce qui dépasse la combinaison de ces deux seuils. Si jamais, par contre, on parle des limites, eh bien, en fait, le modèle mathématique de l'EPSS, il n'est pas magique. C'est un modèle mathématique, c'est comme tout modèle, il a des zones de couverture qui ne sont pas parfaites. Et du coup, ce qui se passe, c'est que si on prend la CVE 2020-1577, eh bien, c'est une vulnérabilité où Microsoft dit, franchement, l'exploitation, assez peu probable, et pourtant, elle a un score EPSS de 69,3%. Or, je vous ai dit qu'à partir de 20%, ça devenait sérieux, le PSS. Donc, on voit déjà que là, on peut avoir des critères très forts pour des vulnérabilités qui, a priori, sont pas forcément si graves. On pourrait même se dire, mais pourquoi le modèle mathématique donne cette valeur-là? Si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit que dans les paramètres, par exemple, il y a des choses comme, est-ce que la vulnérabilité est liée à Microsoft? Et donc, si c'est lié à Microsoft, bim, la valeur EPSS peut être déjà un petit peu plus forte. Limite numéro 2, c'est que c'est un score qui est parfois un peu trop discriminant. C'est-à-dire que là, il y a une vulnérabilité qui est la CVE 2021-36-934, qui avait, d'après Microsoft, une exploitation probable, qui a été mentionnée par une base qui s'appelle la base du CISAKEV. La base, en fait, du CISAKEV, c'est les Known Exploited Vulnerabilities. C'est une entité américaine qui surveille un petit peu ce qui se passe au niveau réseau et qui dit, ces vulnérabilités-là, on voit qu'elles sont utilisées réellement en ce moment et donc on vous recommande de faire attention. Et pourtant, pour cette vulnérabilité donc, qui a été observée sur le marché, EPSS de 0,09%. Donc, deuxième limite. Là, on voit que c'est pas magique, encore une fois. Et donc, comment on fait pour avancer sur tout ça? Eh bien, en fait, le mieux, c'est d'utiliser à la fois le CVSS et le PSS, c'est-à-dire qu'il ne faut pas jeter tout ça, mais il faut rajouter une troisième, il faut rajouter une troisième méthode qui donne lieu donc à la priorisation avec 3 paramètres qu'on appelle priorisation 3D dans CyberWatch, qui est disponible depuis CyberWatch version 13, et il s'agit d'utiliser les données des autorités. Il faut savoir que les vulnérabilités elles sont suivies par les autorités. Il y en a certaines qui font l'objet d'un suivi tout particulier. C'est-à-dire que si on reprend la CVE 2021 36934, je vous ai dit, elle est mentionnée dans le catalogue du CISAKEV. Le CISAKEV, c'est des gens qui travaillent, qui se lèvent chaque jour en disant « je vais regarder ce qui se passe sur le marché et je vais faire une liste finalement sélectionnée à la main des vulnérabilités qui méritent l'attention des gens ». Et du coup, CyberWatch, nous, on vous recommande de suivre les alertes des autorités comme ça, avec 2 types de sources d'informations qui peuvent être utiles. La première base d'informations qui peut être utile, c'est la base du CERT-FR de l'ANSSI, mais surtout la base des alertes de l'ANSSI. C'est-à-dire que les alertes de sécurité de l'ANSSI, qui est une base qui s'appelle CERT-FR ALE, eh bien, c'est une liste qui est extrêmement sélective au niveau des données sur les vulnérabilités.
Et si c'est une liste, ou si vous la surveillez, vous verrez que vous recevrez peu d'alertes, mais quand vous recevrez des alertes, elles valent le coup. Et de la même manière, on a le CISA KEV, donc la base du Cyber Security and Infrastructure Security Agency, donc c'est une agence américaine qui maintient cette liste-là. Le KEV, c'est pour Known Exploited Vulnerabilities, et eux, dès qu'une vulnérabilité est observée en cours d'utilisation, ils la mettent en fait dans cette liste. Donc c'est aussi une liste qui est plus importante en taille, pas importante en termes de valeur pour vous en termes d'utilisation, mais importante en termes de quantité d'informations que la base du CERT-FR ALE. Donc le CERT-FR ALE, vous aurez moins d'alertes, mais elles seront très très graves. Le CISA-KEV, vous aurez plus d'alertes, et après, il faudra peut-être un peu retrier. Et ce qui se passe, c'est que nous, ce qu'on recommande maintenant, c'est d'utiliser le phénomène de double seuil, le système de double seuil CVSS-EPSS, mais aussi de prendre en compte les vulnérabilités qui sont mentionnées par les bases des autorités. C'est-à-dire que si je reprends le petit graphe de tout à l'heure, je définis un seuil EPSS, je définis un seuil CVSS, je prends les vulnérabilités qui dépassent à la fois les deux valeurs, et je rajoute également les vulnérabilités qui ne sont pas en fait avec les seuils en question, qui ne sont pas mentionnés avec les seuils en question, mais qui sont sélectionnés par des humains qui font très bien leur travail au niveau du CISA-KEV et au niveau du CERT-FR ALE. Et il y a une question dans le chat qui demande si l'EPSS est pertinent en OT. En fait, le CVSS et le PSS sont tous les deux pertinents en OT. Et les bases du CISA-KEV et du CERT-FR ALE sont aussi pertinents en OT. C'est-à-dire que pour le coup, vraiment, la partie OT ne doit pas être analysée avec une certaine distinction par rapport à ces éléments-là. C'est juste qu'on va modifier les paramètres de réglage des différents seuils. C'est la seule chose qu'on changera. C'est-à-dire que CERT-FR ALE et CISA-KEV, ça, il faut les suivre. Et après, on modifiera par exemple les critères environnementaux du CVSS pour adapter la méthode de la priorisation 3D. Donc, je confirme que les critères CVSS, EPSS et base CERT-FR, ALE et CISA-KEV sont tous des critères pertinents en OT. C'est juste qu'il faut changer après les curseurs. Alors justement, maintenant, je vais pouvoir passer à la petite présentation sur comment on fait tout ça avec CyberWatch, puisque notre métier aujourd'hui, avec CyberWatch version 13, c'est d'automatiser cette méthode de priorisation 3D et de vous aider à y voir plus clair à la fois avec les vulnérabilités qui dépassent des seuils définis sur la partie CVSS, sur la partie EPSS et sur les alertes de sécurité mentionnées par les bases CERT-FR ALE et CISA-KEV. Alors, je vais tout de suite vous partager mon écran. Hop. Donc, voilà. Donc, normalement, je pense que là, vous voyez mon écran. Et si jamais, donc, je vous montre un petit peu l'interface. Donc, il y a un élément qui était de base dans CyberWatch depuis déjà pas mal de temps. C'est les CVE prioritaires. C'est-à-dire qu'en fait, les CVE qui dépassent les critères que vous configurez dans CyberWatch se retrouveront là-dedans. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment les CVE qui, après application de la priorisation 3D, méritent mon attention. Depuis la dernière version aussi de CyberWatch, on a rajouté un petit composant ici qui s'appelle les CVE qui sont mentionnés dans le catalogue CISA-KEV ou le CERT-FR ALE. C'est-à-dire qu'on pense que la partie vulnérabilité mentionnée par les autorités, c'est quelque chose de tellement important qu'on accorde même un composant dédié pour les utilisateurs qui le souhaitent. Bien sûr, si jamais ça ne vous plaît pas, vous pouvez modifier tout ça. Hein. Vous pouvez modifier tous ces éléments-là avec notre petit système d'édition des composants. Mais en tout cas, on pense vraiment que c'est important. Alors, dans CyberWatch, pour gérer tout ce qui est priorisation, on passe par quelque chose qui se retrouve dans le menu réglage puis criticité et qui s'appelle les criticités. Les criticités, qu'est-ce que c'est? C'est un élément qui vous permet de dire, eh bien, je vais configurer des critères de priorisation pour tout ou une partie de mon parc informatique, que ce soit un parc informatique IT ou OT. C'est-à-dire que ça marche vraiment dans les deux cas. Par exemple, pour un parc informatique IT, on aura tendance à dire en général que c'est la partie confidentialité qui sera la plus importante. Et donc, je vais pouvoir renseigner des exigences dans les critères environnementaux CVSS. Je vais pouvoir renseigner des exigences en confidentialité qui seront élevées, tandis que je vais pouvoir dire, franchement, les enjeux de disponibilité ou d'intégrité m'intéressent un peu moins. Et donc, je vais pouvoir définir ces critères-là. Je peux même aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que je peux dire, OK, en fait, là, j'ai plutôt un parc OT. Dans ce cas, dans un parc OT,
en général, nous, ce qu'on observe sur le marché, c'est que ce qui est le plus intéressant, c'est la disponibilité. On ne veut pas que l'usine s'arrête, par exemple. Et je vais pouvoir mettre une disponibilité qui sera élevée. Mais je vais aussi pouvoir aller un petit peu plus loin. Je vais pouvoir dire, bah, finalement, un parc outil, je l'ai débranché du réseau, par exemple. Et là, on va pouvoir même dire, bah, c'est des machines qui sont totalement isolées. Et donc, je vais pouvoir dire, eh bien, mes machines, je vais les évaluer comme si pour y accéder, il fallait tout le temps au moins avoir un accès physique, en cliquant tout simplement ici. Ça fait que toute vulnérabilité qui pourrait être attaquée du point de vue réseau, réseau adjacent ou local, elle se retrouvera automatiquement plafonnée à accès physique requis. Ça vous permet vraiment d'avoir une approche où on va prendre en compte l'exposition réseau de vos actifs et d'autres critères. Par exemple, vous pouvez dire, ouais, mais en fait, chez moi, il y a aussi un système de MFA. OK, dans ce cas-là, ça veut dire que l'utilisateur, il faut qu'il fasse des bêtises pour que l'attaque fonctionne. Action utilisateur requise. Je peux rajouter des critères comme ça. Et tout ça, on s'en sert pour recalculer le score CVSS de toutes vos vulnérabilités, de sorte à finalement calculer le fameux CVSS BTE, le CVSS complet. Et ce score CVSS BTE, ensuite, on le compare à un premier seuil, qui est le seuil CVSS que vous définissez ici. Donc, premier point, si on calcule chaque vulnérabilité dans le contexte de vos actifs, on compare au seuil CVSS qui est indiqué ici. Maintenant, je vous ai dit que on ne faisait pas que ça avec CyberWatch parce que là, c'est la priorisation 1D, si jamais je reprends un petit peu les terminologies choisies aujourd'hui. Je vous ai parlé de l'EPSS, donc déjà la partie priorisation 2D, eh bien on le prend aussi en compte, c'est-à-dire que vous pouvez définir un seuil EPSS et ça vous permet de dire, OK, bah finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est les vulnérabilités qui dépassent par exemple 7,5 sur 10 au niveau de leur score CVSS et 20% au niveau de leur score EPSS. Et dernier point, on peut rajouter les critères du CISACEV et du CERTFR ALE, c'est-à-dire que ça vous permet de dire, eh bien maintenant, cette règle parc OT machine isolée, ou alors par exemple parc IT machine, hop, machines qui sont internes, donc c'est des machines qui vont être accessibles que via un réseau adjacent, elles ne sont pas totalement exposées sur Internet, eh bien je peux créer ces critères-là et dire, je vais créer cette stratégie de priorisation et ça va me permettre d'avoir une approche où toutes les vulnérabilités seront revues avec ces critères-là. Pour vous montrer un petit peu l'impact de tout ça, je vais faire une démonstration encore plus drastique. Si jamais vous considérez que vous avez un peu trop de travail au niveau de la gestion des vulnérabilités aujourd'hui, vous pourriez dire que sur le parc le moins sensible chez vous, vous pouvez dire, eh ben en fait, ce qui m'intéresse, c'est uniquement de prendre en compte les vulnérabilités mentionnées par le CERTFR ALE. C'est-à-dire que vous avez tout à fait la possibilité de dire, bah sincèrement, moi, je sais que il y a toute une partie de mon système d'information qui est pas si critique que ça. Je vais pas tout ignorer, mais je vais me concentrer uniquement sur les alertes mentionnées par l'ANSSI. On va appeler cette stratégie CERTFR ALE. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai décoché le CISACEV pour dire les vulnérabilités du CISACEV ne m'intéressent pas. Et puis, j'ai mis des seuils qui sont aux valeurs maximales possibles. Et en fait, il y a 0 vulnérabilité qui dépasse ces seuils-là. Donc là, ça veut dire qu'avec ce réglage très basique, je ne retiens au final que les vulnérabilités qui sont mentionnées dans les bulletins d'alerte de l'ANSSI. Et ça, c'est une stratégie très simple pour démarrer la gestion des vulnérabilités. Si vous avez peu de ressources en interne, vous dites, ben en fait, je vais déployer CyberWatch, je vais créer cette stratégie-là. Vous pouvez même nous demander un accompagnement pour qu'on vous aide à le faire et à configurer exactement selon vos besoins. Et après, vous appliquez ça sur les machines les moins sensibles de votre système d'information. L'appliquez pas partout, vous rateriez des choses, mais vous pouvez l'appliquer sur les machines les moins sensibles du système d'information. Cas très concret pour vous montrer l'impact, je prends cette machine Windows qui a 1586 vulnérabilités, donc il y en a beaucoup. Et là, il est écrit qu'il y a 580 vulnérabilités prioritaires. Donc déjà, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est une machine sur laquelle tout n'est pas important, de base. On a 580 vulnérabilités prioritaires parmi 1586. Ça, c'est avec une stratégie de base qui est configurée ici, qui s'appelle la stratégie de priorisation élevée. Si mais je change la stratégie de priorisation de cette machine en disant, OK, trop de travail, pas assez de ressources, et c'est pas une machine si importante que ça, je change pour mettre CERTFR ALE, je sauvegarde, ça va recalculer. Et donc là, il faut attendre un tout petit peu. Et on va observer la valeur qui va apparaître ici dans la partie vulnérabilité prioritaire. Donc ça recalcule. Et là, on est passé à 16
vulnérabilités prioritaires parmi les 1586. C'est-à-dire que j'ai éliminé à peu près 90% des vulnérabilités en me disant, OK, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est je veux pas avoir de problème avec l'ANSSI. L'ANSSI fait très bien son travail de veille sur les vulnérabilités. Je vais me concentrer sur les alertes de l'ANSSI. Et en plus de ça, justement, vous pouvez même passer la souris sur les vulnérabilités, voir les informations. Et là, on voit bien, il y a écrit en rouge CertFR ALE. Je pourrais me dire, OK, en fait, concrètement, c'est quoi cette vulnérabilité? Je clique dessus. J'ai accès aux informations dans notre encyclopédie CyberWatch. Et je peux effectivement voir qu'il y a le petit bulletin de l'ANSSI ici, le bulletin CertFR 2020 ALE 010. Et quand on clique dessus, ça m'emmène avec les informations. Alors, je vois qu'il y a une question, c'est est-ce qu'il y a un seuil par défaut conseillé sur le PSS? La réponse est oui. Et en fait, nous, on a d'ailleurs déjà préconfiguré tout ça. C'est-à-dire que tout instance CyberWatch qui vient d'être déployé a 3 stratégies de priorisation qui sont préconfigurées. Basse, moyenne et élevée. Et dans lesquelles on préconfigure pour vous les informations sur la partie EPSS. L'idée, c'est de vous aider à identifier un petit peu donc déjà les vulnérabilités avec ces 3 stratégies-là. Et donc en fait, vous pouvez tout à fait utiliser les stratégies par défaut déjà configurées dans CyberWatch si jamais vous avez des doutes. Et si vous observez, vous verrez qu'en fait, on a modifié les valeurs EPSS en fonction des besoins. Et je vous recommande de tester avec ces valeurs-là déjà. Si jamais après, par exemple, vous voulez aller un petit peu plus loin et éliminer beaucoup plus de vulnérabilités, vous pouvez mettre le PSS à 20%. Mais attention, ça veut dire que vous ne garderez à peu près que 5% des vulnérabilités du marché. Donc, moi, je vous recommande déjà de tester avec nos 3 stratégies basses, moyennes et élevées. Elles font très bien l'affaire, c'est pour ça qu'on les a configurées là-dessus. Une autre question, c'est est-ce que les alertes du CertFR sont accessibles via l'API? Alors, normalement, oui, et on va même faire un petit test. Hop. Hop. En fait, si jamais je tape sur l'API directement comme ça, hop, normalement, je peux récupérer des informations. On va aller regarder ça tout de suite. Voilà. En fait, vous pouvez voir les alertes de sécurité qui sont fournies. Et normalement, là-dedans, vous aurez les bulletins aussi de l'ANSSI du coup. Donc après, il faut juste retrouver les informations. Voilà. Plutôt que de dire c'est fait, faites-moi confiance, je vous montre, c'est disponible. Et donc, pour Laurent Dulac, je confirme que vous pouvez accéder aux informations comme ça avec l'API. Je vois aussi qu'il y a une autre question, donc c'est dans les critiques par défaut, est-ce que 0,20% est en fait 20%? En fait, c'est vraiment 0,20%, même si jamais ça peut sembler un petit peu drastique comme priorisation. Si jamais je vous remontre les métriques de tout à l'heure sur le PSS, hop, voilà. En fait, la médiane des vulnérabilités aujourd'hui, et donc, vraiment j'ai fait les petits calculs ce matin, la médiane avec les données de ce matin, c'est 0,143%. C'est pas 14,3%, c'est 0,143%. Et donc effectivement, le 0,20%, c'est un vrai 0,20%, c'est pas 0,2. Et donc j'espère que ça répond aussi à votre question, Olivier, sur ce sujet-là. Donc vraiment, CyberWatch vous permet d'utiliser à la fois le CVSS, à la fois le PSS et les informations sur les alertes des autorités pour prioriser vos vulnérabilités de manière automatique. C'est-à-dire que si vous faites ça, ça va marquer comme priorité avec les petites cibles ici uniquement les vulnérabilités qui méritent réellement votre attention. Et derrière, je rappelle que la notion de vulnérabilité prioritaire, elle est très importante dans notre logiciel puisque, encore une fois, pour nous, ce qui compte, c'est pas de dire vous avez du rouge. Ce qui compte pour nous, c'est de vous dire vous avez du rouge foncé et le rouge clair. En fait, vous pouvez peut-être encore dormir avec. Il faut être réaliste, on ne peut pas tout traiter dans la vie. Donc, qu'est-ce qui mérite votre attention immédiate? Et du coup, vous avez toute la partie vulnérabilité prioritaire qui impacte la suite, c'est-à-dire que les actions correctives sont triées en fonction du nombre de vulnérabilités prioritaires qui seront impactées. C'est-à-dire qu'on vous dit, faites cette action-là parce que ça va traiter plus de vulnérabilités que les autres. Et par exemple, on voit que cette action-là de KB 405 4519 qu'il faudrait déployer sur cette machine, on la met avant l'action de déployer Firefox en version 119 parce que même si jamais ça traite au final moins de vulnérabilités, ça en traite un peu plus qui sont prioritaires. C'est vraiment pour la démonstration que je vous montre ça.
Donc vraiment, vous pouvez utiliser ces paramètres-là et ça impacte tous les rapports dans notre logiciel, que ce soit les rapports CSV, que ce soit les rapports Kibana, que ce soit les rapports PDF, que ce soit les rapports aussi générés nativement et accessibles dans l'interface. Tout est impacté par rapport à ça. Donc je vous invite vraiment à utiliser correctement les criticités dans CyberWatch. Ça vous fera gagner du temps et ça vous permettra de créer des éléments qui répondent exactement à vos besoins. Et surtout, je me permets aussi de vous dire une chose, c'est que ça peut sembler pénible de configurer des éléments comme ça. On peut se dire, OK, mais en fait, je ne sais pas exactement ce que je veux. Moi, j'ai une méthode très simple à vous proposer si jamais vous dites, OK, à la fin de ce webinaire, aujourd'hui, vous pouvez repartir avec quelque chose de simple à faire dans CyberWatch. Je rappelle qu'on a des stratégies de priorisation préconfigurées. On a basse, moyenne et élevée. Et bien moi, ce que je vous encourage à faire, c'est en général, vous savez ce qui n'est pas très important chez vous. Vous appliquez la stratégie basse, la criticité basse sur ces machines-là. En général, vous savez aussi ce qui est très important pour vous. Vous appliquez la stratégie élevée, la stratégie criticité élevée sur ces actifs-là. Et tout le reste, vous laissez la criticité moyenne dessus. C'est-à-dire qu'avec cette approche-là, vous aurez les machines où vous savez que c'est pas très important, qui vous prendront moins de temps, les machines qui sont très importantes pour vous, qui ressortiront avec un peu plus de vulnérabilité que les autres, et puis tout le reste avec un tri qui est très pragmatique, qui filtre les vulnérabilités en fonction de est-ce qu'elles sont dans le CISACAB ou dans le CERT-FR ALE, est-ce qu'elles ont un CVSS supérieur à 7 et est-ce qu'elles ont un EPSS supérieur à 0,50%. Et c'est une approche très pragmatique que tout le monde peut faire dès aujourd'hui avec son instance CyberWatch. Et après, si jamais vous voulez passer ceinture noire CyberWatch, eh bien, c'est là où vous pouvez en plus créer vos propres criticités avec des choses très simples, par exemple, comme ce que je vous ai montré pour la règle sur le CERT-FR ALE. Donc, je résume. La priorisation 3D, c'est une combinaison du score CVSS, du score EPSS et des données des autorités qui permet vraiment de représenter en fait le graphe ici. C'est-à-dire qu'on se dit, je m'intéresse à toutes les vulnérabilités potentiellement. Je vais éliminer les vulnérabilités qui ne m'intéressent pas trop en fonction de leur seuil CVSS, de leur seuil EPSS, et je veux aussi pouvoir choisir des catalogues, donc le CISACAB ou le CERT-FR ALE. Et quand les vulnérabilités sont mentionnées dans l'un de ces deux catalogues, eh bien, quoi qu'il arrive, quel que soit leur score CVSS ou EPSS, ça va quand même remonter. Et d'ailleurs, une petite précision, c'est ça a du bon. Parce que parfois, le NVD met du temps à publier les informations sur les vulnérabilités. C'est-à-dire que le CVSS arrive un peu tard, et l'EPSS qui dépend des données du NVD, il arrive aussi un petit peu tard. Mais le CERT-FR ALE, lui, il est réactif. Ce qui se passe, du coup, c'est que vous pouvez avoir des informations sur des vulnérabilités qui sont à peine publiées et sur lesquelles vous retrouverez des informations. Donc, si, mais par exemple, d'ailleurs, vous pouvez même filtrer dans notre encyclopédie sur les vulnérabilités comme ça, et ça vous permet de recevoir des informations donc sur le sujet. Et là, par exemple, on voit qu'il y a des vulnérabilités de 2023 qui sont mentionnées dans le CERT-FR ALE, mais qui pourtant ne sont pas encore officiellement publiées au niveau du NVD. Donc, ça vaut le coup de regarder là-dedans. Ça vaut vraiment le coup. Donc, voilà un petit peu ce qu'on est en mesure de faire. Alors, maintenant, je vous propose plutôt de répondre à vos questions si vous en avez, sachant que j'ai vu qu'il y avait d'autres questions dans le chat auxquelles je n'ai pas encore pu répondre. Hop, alors je vois qu'il y a une première question sur la configuration des règles de criticité, où on retrouve deux fois les exigences confidentialité, intégrité et disponibilité, c'est vrai. Et donc, hop, pour aller un petit peu plus loin là-dessus, si on pourrait se dire, c'est quoi la différence entre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité ici, et puis les exigences de confidentialité, intégrité, disponibilité ici. Et comment on peut rendre le tout un peu plus clair là-dessus? Eh bien, la partie au-dessus des paramètres avancés, la partie sur les exigences, c'est ce que vous avez comme exigence métier par rapport aux machines qui vont être configurées avec tout ça. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est est-ce que j'ai un équipement réseau que je configure? En général, un équipement réseau, j'ai des exigences de disponibilité dessus. Eh bien, je vais modifier la partie exigences de disponibilité dessus comme ceci. Premier point. Deuxième point, c'est si jamais je regarde la différence avec la partie disponibilité ici, en fait, ça sert à plafonner l'impact des vulnérabilités. Par exemple, si jamais je veux aller jusqu'au bout de ma démarche ici, je vais pouvoir dire, ouais, mais en fait, mes équipements réseau, ils sont ultra redondés. J'en ai 5 qui peuvent prendre le relais, ils sont en mode miroir et tout, j'ai tout ce qu'il faut. Et bien, dans ce cas-là, je sais que, par exemple, l'impact en termes de disponibilité sur ces équipements-là, il sera un peu plus faible,
puisque comme j'ai de la redondance, ça va permettre de filtrer le tout. Et je vais pouvoir cliquer dans ce cas-là sur un plafond de disponibilité à un niveau aucun ou faible pour dire que toutes les vulnérabilités, même si jamais elles ont un impact en termes de disponibilité très élevé, elles seront plafonnées en termes de valeur réelle sur cet actif-là. C'est-à-dire que là, ça me permet de dire, j'ai une exigence sur ces machines-là qui est très élevée, c'est du point de vue métier, mais du point de vue risque, du point de vue impact, du point de vue comment on peut me faire mal, eh bien, je vais pouvoir mettre en œuvre dans la formule du CVSS la redondance que j'ai déployée chez moi. Donc, le CVSS vous permet de refléter ce que vous avez entrepris comme action réelle dans le logiciel, comme ceci. J'espère que ça répond à votre question, Tigran. Ensuite, je vois qu'il y a une autre question sur les actions correctives. Est-ce que les solutions de contournement sont fournies ou est-ce que c'est systématiquement des mises à jour? Alors, excellente question, merci de la poser. Dans la partie actions correctives, on ne fournit que les actions de type mise à jour parce que tout ce qui concerne les solutions de contournement, mieux vaut aller voir en fait les avis des éditeurs, c'est-à-dire qu'une même vulnérabilité va pouvoir impacter des éditeurs de manière différente. Et du coup, vous allez, par exemple, pour une vulnérabilité Microsoft, alors, je vais essayer de vous en trouver une. En fait, si jamais mesure de contournement il y a, hop, et ben en fait, il faudra plutôt aller voir l'avis directement de Microsoft dans ce cas-là. Tandis que sur la partie, par exemple, pour une même vulnérabilité qui impacte par exemple et Debian et CentOS, par exemple, vous n'aurez pas forcément les mêmes réglages. Le meilleur exemple que je puisse vous donner là-dessus, c'est que les fichiers de configuration pour faire tout ce qui est solution de contournement, ce ne sera pas les mêmes instructions sur un Apache 2, par exemple, chez Debian ou chez CentOS. Et du coup, il faudra plutôt aller voir le bulletin de l'éditeur dans la fiche de la vulnérabilité. Donc, nous, vraiment, sur la partie action corrective, partie du principe que c'est uniquement les mises à jour qui seront reflétées là-dessus. Voilà un petit peu. Alors, une autre question. Alors, comment remontez-vous les différents indicateurs dans les rapports? Eh ben, en fait, plutôt que, alors déjà, vous avez les informations sur la partie est-ce que la vulnérabilité est mentionnée par le SysACAV. On vous donne même, d'ailleurs, la date d'apparition de la vulnérabilité dans chaque catalogue, que ce soit SysACAV et tout. Et ça, c'est des éléments qui apparaissent aussi dans les rapports CSV, PDF et aussi dans la partie Kibana. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des attributs qu'on a rajoutés en plus. Par contre, c'est pas forcément des attributs qui sont affichés par défaut, c'est plutôt qui sont disponibles dans les données. Donc, c'est des choses où si vous souhaitez les exploiter, vous pouvez le faire, mais c'est pas quelque chose qu'on a mis par défaut dans tous les rapports. Donc, ça, c'est pour la question d'Alexandra. Et Jean-Louis demande si les alertes et avis sont visibles sur des systèmes AirGap ou faut être en mode déconnecté. Alors, non seulement ils sont visibles, mais par contre, en plus, on a même le petit aperçu comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez regarder comme ça le début des avis. On peut naturellement pas copier tout le contenu des pages Microsoft, Cisco, etc. et les embarquer, sinon il y aurait un vol de propriété intellectuelle et en plus de ça, ça ferait une base beaucoup plus lourde à transférer. Mais par contre, on vous a mis un petit extrait de sorte à ce que vous puissiez regarder quelle est l'alerte qui vous intéresse réellement. Pour vous montrer le cas d'usage numéro 1, c'est quand on travaille dans des environnements AirGap, c'est-à-dire totalement déconnectés d'Internet, et qu'on se retrouve avec plein de bulletins, par exemple de l'ANSSI comme ça. Il faut se dire quel est le bulletin qui va m'intéresser pour que j'aille ensuite le regarder avec le PC qui a un accès à Internet. Et plutôt que de tenter au hasard, eh ben, vous pouvez passer la souris comme ceci pour voir directement un petit aperçu. Et ça, c'est des informations qui sont disponibles même en mode hors ligne. Et ça vous permet ensuite d'aller voir les éléments qui seront réellement pertinents pour vous et de partir directement sur la bonne erreur. L'extrait, par contre, je ne crois pas qu'il soit disponible dans l'API. L'extrait, par contre, c'est vraiment juste dans l'interface comme ceci. Je vois aussi qu'il y a une question sur est-ce qu'on peut imaginer un connecteur avec la base d'un EDR pour annuler les CV dont on est protégé? Alors non seulement la réponse est oui, mais en fait on peut le faire avec d'autres choses que des EDR. C'est-à-dire qu'en fait on peut le faire aussi avec des systèmes de type pare-feu applicatif. C'est-à-dire qu'il y a des pare-feux applicatifs qui vous permettent au niveau de leurs API de récupérer des informations qui vont être du style cette machine-là est protégée contre cette liste de CVE. Et ben dans ce cas-là, vous pouvez prendre les informations et par API dans CyberWatch, déclencher si vous le souhaitez, que vous ignorez, vous mettez de côté ces vulnérabilités-là sur l'actif qui est protégé par le DR ou par le WAF, par le pare-feu applicatif. C'est-à-dire que vous pouvez automatiser le fait que certaines CV vont être atténuées, voire neutralisées par d'autres dispositifs. Ça, c'est pour la question de Jonathan.
Ensuite, pour exporter la liste des assets et vulnérabilités vers un système supportant CycloneDX, comment voyez-vous les choses? Y a-t-il un autre standard d'échange de vulnérabilités assets? Alors, CycloneDX, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un système de description d'actifs qui est assez récent, qui permet d'aller un petit peu plus loin que ne le ferait par exemple un autre standard comme le CPE. Le CPE, par exemple, c'est un standard qui vraiment est pas suffisant pour décrire des systèmes Microsoft ou alors des systèmes avec des backports, avec des micropatches sous Linux. CycloneDX permet de résoudre en termes de promesses une partie de ces problèmes. Le problème, Sébastien, c'est que CycloneDX ne résout qu'une partie de ces problèmes. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on ne fait pas de traduction automatique vers CycloneDX, parce que la partie Windows, notamment, pose un petit peu souci. Donc, par contre, si jamais vous souhaitez quand même faire de la conversion, je vous confirme qu'on a une solution. En fait, vous pouvez exporter nos données de CyberWatch, vous pouvez même les exporter par API, vous pouvez cliquer sur exporter l'analyse de vulnérabilité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, ça va vous donner un petit fichier texte. Hop, un petit fichier texte qui ressemble à ça, avec des formats. Donc, c'est un fichier plat comme ça avec clé valeur. Et ça va vous permettre après de traduire les informations entre ces éléments-là et la partie CycloneDX. Mais malheureusement, comme j'ai dit, CycloneDX est pas forcément complet là-dessus. C'est pour ça qu'on a choisi notre propre format aujourd'hui. Et donc, si je prends des termes mathématiques, il n'y a pas de bijection entre CycloneDX et CyberWatch aujourd'hui. Par contre, vous pouvez quand même traduire une partie des données. Ensuite, une question de Mariam sur comment on explique l'écart de nos scores avec celui du constructeur dans les bulletins. Parce que c'est pas nous qui donnons les scores, c'est le NVD qui donne les scores. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est que quand il y a un score qui est différent, c'est que c'est pas CyberWatch qui a décidé que le score serait différent du constructeur, c'est que le score qui est indiqué par CyberWatch est le CVSS-B. Et le CVSS-B, il est fourni par le NVD. Et pourquoi on fait ça, d'ailleurs? C'est parce que quand vous avez une même vulnérabilité qui concerne et Cisco et Fortinet, par exemple, eh bien, je peux vous garantir qu'ils n'ont pas forcément le même avis et que parfois ils reviennent même sur leurs propres avis en fonction d'enjeux un petit peu politiques sur est-ce qu'on veut faire peur à nos clients, est-ce qu'on veut faire un petit peu sonner l'alarme chez les clients ou pas. Et le seul score qui est vraiment neutre finalement, c'est le score du NVD. Et par contre, pour information, sur par exemple des bulletins Fortinet, vous verrez qu'en fait, alors je vais vous montrer un petit peu les éléments, je vais essayer de vous trouver une petite démonstration. C'est qu'en fait, tant que le CVSS-B n'est pas fourni par les autorités, on va quand même aller chercher les informations sur les bases qui sont déjà disponibles. Cas très concret, Mariam, c'est que là, par exemple, c'est une CVE, donc 2023-25610. Il n'y a pas encore de publication de la part du NVD, mais par contre, je peux quand même aller voir le bulletin du PCIR de Fortinet et je vois que là, j'ai un score 9.3. Et du coup, en fait, on prend aussi ces informations-là ou équivalent, on prend en fait les bulletins qui sont déjà fournis par les autorités pour vous dire, bah, en fait, il y a un score temporaire, mais c'est un score temporaire, c'est pas un score qui fait foi, in fine. Donc, quand le score du NVD est disponible, c'est celui qui fait foi. Et par contre, quand il y a des scores qui sont fournis par d'autres autorités en attendant, on essaye d'en prendre certains, mais attention, encore une fois, il faut vraiment se méfier du score fourni par les constructeurs, par exemple les scores Fortinet, Cisco et tout. Bah, essayez et vous aurez des problèmes, si vous voulez. Donc, c'est pour ça qu'il faut plutôt se dire, le score qui fait vraiment foi pour vos années, c'est le CVSS-B fourni par le NVD. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde un petit peu le chat, je le remonte 2 petites secondes. Alors, j'avais promis une chose, excusez-moi, j'ai failli oublier. Voilà, le CVSS V4, merci, exactement. Donc, le CVSS V4, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, si jamais on regarde le site du First, eh bien, on voit que maintenant, il y a un truc qui s'appelle CVSS version 4.0. Ça a l'air méga chouette quand on voit ça, et je confirme que ça a l'air vraiment, vraiment chouette. Ce qui se passe, c'est que c'est donc une évolution du CVSS V3 qui a pour notamment objectif de pouvoir un peu plus prendre en compte les critères métiers. Il y a beaucoup plus de paramètres, donc attention, je vous le dis tout de suite, c'est comme si nous, dans CyberWatch, en fait, on avait déjà fait le choix de masquer certaines informations pour pas trop faire peur. C'est pour ça qu'il y a la partie paramètres avancés. Mais je peux vous dire que quand on voit le nombre de paramètres qu'ils ont rajoutés, c'est presque comme s'il fallait qu'on fasse paramètres avancés, méga avancés en plus pour pas faire peur même aux utilisateurs habituels. Donc, le CVSS V4 rajoute beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. En fait, il rajoute plein d'éléments, mais on est déjà prêt de notre côté à travailler avec ce score-là.
La seule chose qui fait qu'on ne le déploie pas encore, c'est que si vous allez voir les informations des différentes vulnérabilités, par exemple celle-ci au niveau du NVD, eh ben, vous verrez qu'il n'y a pas encore le vecteur CVSS version 4 qui est fourni par le NVD. Or, je vous ai dit tout à l'heure, en répondant à la question de Mariam, que nous prenons en fait les données du NVD comme données qui donnent le tempo au niveau international pour le score CVSS-B. Et du coup, on attend que le NVD adopte pleinement le CVSS-B4 pour pouvoir nous aussi nous en servir dans le logiciel CyberWatch. Un dernier point par rapport à ça, quand on a créé CyberWatch en 2015, c'était le CVSS version 2 qui existait, pas encore le CVSS version 3. Et la migration du V2 au V3 a pris un petit peu de temps côté NVD parce que, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est ils publiaient dans un premier temps les vulnérabilités avec le V3 et le V2 en mettant plutôt en avant le V2, puis après ils ont mis le V3 en avant, et puis quand il y a eu suffisamment de vulnérabilités qui étaient évaluées avec le V3, et bien là, après, c'est un petit peu devenu le score standard. Mais pour des vulnérabilités très, très, très anciennes, et ben en fait, seul le V2, par exemple, aujourd'hui est disponible parce qu'ils n'ont pas recalculé avec le V3 toutes les vulnérabilités. Ils n'ont fait que pour une partie des vulnérabilités. Et nous, on pense qu'il va se passer la même chose avec le V4. C'est-à-dire que le CVSS V4, le standard est disponible, oui, mais par contre, son adoption, que ce soit par les autorités un peu importantes comme le NVD ou que ce soit l'adoption possible réellement par le marché suite à l'adoption par le NVD, ça va prendre encore quelques mois, on pense, parce qu'il faudra déjà qu'il soit utilisé par le NVD pour les nouvelles vulnérabilités, voir si jamais le NVD va le recalculer pour d'anciennes vulnérabilités et voir comment ils présenteront le tout. Voilà un petit peu en espérant que ça réponde à la question sur le CVSS V4. Voilà un petit peu pour les éléments. Je vois qu'il y a une dernière question, alors là c'est plutôt une remarque sur la partie Security Advisories. En fait, donc les Security Advisories, c'est les alertes des constructeurs. Et effectivement, nous, on indique les CVE que quand l'éditeur a confirmé en fait que la CVE l'intéressait à produire un Security Advisory avec un correctif associé. Et en fait, si jamais il n'y a pas de Security Advisory avec correctif associé, nous, effectivement, par rapport à ça, on ne va pas indiquer dans ce cas-là la vulnérabilité dans les réglages par défaut. Je dis bien, attention, on peut l'indiquer, mais on ne l'indique pas dans les réglages par défaut. Pourquoi on fait ça? C'est vraiment un choix. C'est qu'en fait, les vulnérabilités qui ne font pas l'objet encore d'un correctif par les éditeurs, en fait, le consensus international, c'est que les vulnérabilités ne sont publiées que quand les correctifs sont disponibles normalement, ou en tout cas avec un écart très court. L'idée, c'est d'éviter de publier de dire qu'il y a des incendies lorsqu'il n'y a pas les extincteurs à côté qui sont disponibles. Du coup, nous, on adopte aussi cela parce que si on regarde par exemple des vulnérabilités sur les Debian Security Tracker, vous pouvez voir que si jamais il n'y a pas encore de correctif proposé, c'est qu'en fait, tout simplement, Debian cherche encore à identifier si jamais la vulnérabilité est réelle et mérite l'attention de tout le monde ou pas. Et si jamais vous dites toutes les vulnérabilités, y compris celles sans correctif, vous intéressent, là, dans ce cas-là, on revient au fameux problème qu'on cherche à résoudre avec CyberWatch, qui est le rouge, du rouge partout. Du rouge partout. Néanmoins, on sait qu'on a certains clients qui veulent absolument se dire le rouge, quelle que soit sa nuance, m'intéresse. Je veux du rouge partout. C'est possible, du coup, de le faire avec CyberWatch aussi. Et dans ce cas-là, par contre, il faut passer par les analyses AirGap. Et dans ce cas-là, en fait, il faut déclarer des analyses à partir d'un code CPE avec le mot-clé NVD Application. C'est quelque chose qui sort de l'objet de ce webinaire, mais c'est simplement pour dire que vous pouvez déclarer des technologies avec leur code CPE. Et dans ce cas-là, les analyses se reposent à 100% sur les bulletins publiés par le NVD et les configurations CPE. Et du coup, vous avez aussi des informations sur les vulnérabilités où les éditeurs sont encore en train de se dire est-ce qu'elles méritent votre attention. Mais vraiment, le point de vue de Cyber, je rappelle, nous, notre objectif, c'est pas de vous dire bonjour, vous avez du rouge partout. Notre objectif, c'est de dire il y a du rouge foncé et le rouge clair peut attendre. Parce qu'on trouve que c'est plus pragmatique pour tout le monde. Et dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on ne montre que les vulnérabilités avec un correctif, parce que sinon vous auriez des vulnérabilités même qui datent certainement de 2010 sur les systèmes d'information. Et donc vraiment l'idée c'est quelles sont les vulnérabilités qui comptent réellement pour moi, parce que si jamais ces vulnérabilités ne comptent pas pour les éditeurs, bah en vrai nous on pense que c'est qu'elles méritent peut-être un peu moins votre attention. Néanmoins,
Notre logiciel donc essaie de convenir à 99% des utilisateurs et pour le 1% restant, on convient aussi, c'est juste qu'il faut configurer, il faut utiliser les codes CPE, en espérant que ça réponde aussi à cette question-là. Je crois aussi qu'il y a un autre élément. Hop. Ah oui, je vois qu'il y a une question qui a été posée dans la section questions de Livestorm sur quelle est la plus-value d'ajouter le CertEDF G3. Donc, merci pour cette question-là. Alors, je vais essayer de trouver une vulnérabilité qui est mentionnée par le CERT G3 Je pense que je vais peut-être prendre un cas facile. Alors non, ça va me permettre de vous montrer comment on fait des filtres dans le logiciel CyberWatch. Hop, je vais taper EDF. Ça calcule, ça calcule. Hop, voilà, je prends cette vulnérabilité-là. Et là, je vois qu'il y a un lien avec un petit logo alors c'est pas le logo de notre maison mère Framatome, c'est le logo de la maison mère de notre maison mère, puisque, encore une fois, donc, on appartient à Framatome qui appartient à EDF. Et EDF a un CERT qui est disponible pour le grand public et qui s'appelle le CERT G3. Et du coup, en fait, pour aussi mettre en avant le travail fait par les équipes d'EDF, eh bien, on a choisi de référencer les alertes du CERT G3 EDF comme ça. Et donc, vous avez des bulletins d'information complémentaires là-dedans. Et il se trouve que le CERT vraiment de EDF, si on regarde sur leur page d'accueil, ils disent très clairement, franchement, les données, on les met en public, que ça puisse servir au plus grand nombre. Et du coup, on a aussi repris leurs données. Et ça vous permet aussi de dire, moi, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt les vulnérabilités qui sont mentionnées par le CERT G3 d'EDF. En espérant que ça réponde aussi à votre question sur le sujet. Alors, alors, Jonathan, j'ai répondu sur la partie question de méthode de contournement. La partie contournement, en fait, il faut aller sur la fiche de la vulnérabilité et cliquer sur l'alerte de l'éditeur concerné parce qu'encore une fois, la même vulnérabilité va pas avoir les mêmes méthodes de contournement en fonction des systèmes. L'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est Apache, par exemple, sur CentOS ou Debian. En fait, Apache s'appelle pas pareil, par exemple, c'est tout bête, mais dans CentOS ou Debian, par exemple, en fait, il y en a un, ça va être HTTPD et l'autre, ça va être Apache 2, par exemple. Et du coup, ça va pas être les mêmes mécanismes, pas les mêmes procédures. Et du coup, là-dessus, en fait, on ne les référence pas de manière directe dans le logiciel CyberWatch. Il faut aller chercher les informations sur le sujet. Et si jamais vous souhaitez avoir les points de vue des vulnérabilités donc qui n'ont aucun correctif de disponibilité et tout, encore une fois, là, je reviens sur la réponse faite précédemment. Nous, on estime que ça répond pas aux attentes de 99% des utilisateurs parce que c'est du rouge qui sera trop, en fait, peu impactant. C'est du rouge clair pour nous par rapport au rouge foncé. Par contre, vous pouvez tout à fait faire ça et dire, par exemple, moi, je vais m'intéresser à toutes les vulnérabilités d'une version Apache, quelle qu'elle soit. Par exemple, vous pouvez la saisir. C'est juste que dans ce cas-là, il faut configurer le logiciel pour cela et il faut utiliser la partie base CPE. Et on peut faire un petit atelier avec vous. Vous pouvez nous écrire sur support@cyberwatch.fr si vous souhaitez un accompagnement là-dessus. Alors, la meilleure pratique pour ajouter le suivi des vulnérabilités des logiciels qui ne seraient pas suivis par défaut par CyberWatch. Alors, sincèrement, on en suit quand même beaucoup des logiciels. Du coup, moi, ce que je recommande, c'est déjà de regarder si jamais vraiment on ne le suit pas d'abord. Et par contre, si jamais vraiment on ne le suit pas, tout simplement un petit message à support@cyberwatch.fr et on est toujours ravi de contribuer là-dessus. Le meilleur exemple que je puisse vous donner là-dessus, c'est que, en fait, aujourd'hui, on a par exemple le meilleur taux de couverture sur des systèmes comme Storm Shield. Et du coup, on en est ravi aussi parce que c'est une technologie qui était historiquement française et qui est même européenne. Et en fait, donc, on fait ces efforts-là. Vraiment, on le fait. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer les listes de technologies qui vous intéressent et on regarde après pour rajouter si jamais on ne les suit pas. Et si jamais on les suit déjà, on vous montre dans ce cas-là, en fait, qu'on les suit déjà et on regarde avec vous sur pourquoi vous avez cette question-là parce que parfois, ça peut être des éléments de configuration, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, alors je vois qu'il y a encore des messages en train d'être rédigés dans le chat. Néanmoins, il va bientôt être midi. Vous m'aurez accordé 1 heure de votre temps et donc je voulais vous en remercier quand même parce que je sais que votre temps est très précieux. Je parlais de la priorisation. Si jamais c'est important de prioriser, c'est parce que le temps en sécurité informatique, c'est quelque chose de extrêmement, extrêmement majeur. Et donc, ce que je voulais vous dire, nous, c'est merci infiniment pour votre participation, merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité. On est toujours ravis de travailler avec l'ensemble de nos clients.
Si jamais vous avez la moindre question, vous pouvez écrire à maxime@cyberwatch.fr ou à support@cyberwatch.fr. Toute notre équipe est à votre disposition, évidemment, et vous recevrez aussi donc le replay de ce webinar ainsi qu'un petit fichier PDF qui reprend mes slides si vous souhaitez un petit peu regarder le tout. Vraiment, merci beaucoup pour votre participation et pour votre fidélité et à très bientôt pour un prochain webinar. Bonne journée. Au revoir.